Les baleines pourraient-elles redevenir des animaux terrestres? Orques et dauphins peuvent-ils évoluer pour s'adapter à la vie terrestre? Une étude répond. Point de non-retour pour les orques et les dauphins. Orques et dauphins, des chercheurs disent qu'ils ont franchi un point de non-retour. Les dauphins et les orques ont dépassé le point de non-retour pour vivre à nouveau sur Terre. Ils ne survivront plus jamais hors de l'eau. C'est confirmé, les dauphins et les orques, mammifères marins, ont franchi le point de non-retour. C'est officiel, les dauphins et les orques ont franchi le point de non-retour de l'évolution. C'est choquant, les dauphins et les orques ont franchi le point de non-retour. Alors, manifestement, il y a eu un problème. C'est-à-dire... Le 12 juillet 2023, une équipe composée de 3 scientifiques, Bruna Farina, Soren Forby et Daniele Silvestro, a publié une étude très intéressante sur l'évolution des espèces lors de la grande période des transitions Terre-eau, et inversement. Cette fameuse époque où les tétrapodomorphes, cousins lointains des poissons, ont conquis les continents à leur tour, bien après les plantes et les arthropodes. Écoutez, l'important c'est de participer. Comme les organismes avaient plein de nouveaux terrains auxquels s'adapter où ils pouvaient pas aller avant, ça a provoqué beaucoup de changements dans leur génétique. Ça, on peut l'observer encore aujourd'hui avec leurs descendants. C'est nous. Les chats, les vaches, les grenouilles, les serpents, les humains, et les mammifères marins. Et oui, parce que les transitions Terre-eau ont eu lieu à plusieurs reprises dans notre histoire évolutive, et pas seulement dans un sens. Il y en a qui sont retournés faire plouf. Les animaux, comme les mammifères marins, sont très intéressants d'un point de vue génétique, parce qu'ils sont encore relativement variés et que c'est pas des cousins très proches les uns des autres. On pense souvent aux baleines qui sont plutôt proches des vaches, avec des gros guillemets, mais il y a aussi les otaries et les morses qui sont plutôt côté chiens, et les lamantins, qui sont plutôt proches des éléphants. Bref, tout ça c'est très varié. Si vous voulez avoir une idée plus claire des liens familiaux entre les espèces, je vous mets un lien vers la carte de l'évolution de Kurzgesagt en description. C'est pas hyper exhaustif, mais c'est franchement bien foutu, et c'est la seule carte schématique du genre que je connaisse. C'est surtout très utile quand vous commencez à jouer à Metazoa, on va pas se le cacher. Bref, Bruna Farina et ses collègues trouvent que la science s'intéresse un peu fort aux espèces qui ont totalement transitionné, ou à l'inverse pas du tout, et qu'on délaisse un petit peu celles qui sont un peu les fesses entre deux chaises, ou entre deux mares. Celles qui sont pas aussi bien adaptées au milieu marin que les baleines, mais qui méritent quand même qu'on en parle. Donc ils ont publié une étude complète sur le sujet, où ils ont analysé près de 5635 espèces de mammifères, y compris les mammifères marins. C'est beaucoup. Elle permet de mieux comprendre les transitions des espèces entre la Terre et l'eau, et elle permet aussi de confirmer une vieille loi formulée en 1893 par un vieux paléontologue belge une fois, qui est encore régulièrement testée et validée par la science. Ça, c'est la loi de Dollo. Alors, qu'est-ce qu'il dit le gars? Eh ben ça donne ça. Une spécialisation des espèces s'accompagne d'une diminution des mutations qui pourraient les faire évoluer, rendant improbable le retour des caractéristiques ou organes perdus par une espèce au cours de l'évolution. Cette loi, elle a été mise en avant par des grands noms du monde des sciences comme Stephen Jay Gould ou plus tard par Richard Dawkins. Rien que ça. Sur le papier, ça veut dire que plus une espèce se spécialise et moins il devient probable qu'elle perde ses nouveaux traits pour récupérer les anciens, qu'elle déévolue. C'est pour ça que les ancêtres des baleines, descendants des tétrapodomorphes, n'ont pas récupéré les branchies en se réadaptant à l'eau. À la place, ils sont devenus super forts en apnée et ils ont développé les vents. Je dis sur les papiers parce que évidemment il y a des exceptions. Comme chez certains insectes qui ont perdu et récupéré leurs ailes au cours de l'évolution, des grenouilles qui ont perdu et récupéré des dents mandibulaires, même des geckos qui ont perdu la capacité adhésive de leurs doigts, ou encore des escargots dont certaines espèces ont perdu et récupéré à plusieurs reprises l'enroulement de la coquille. L'ADN c'est bien fait, on perd pas nos traits évolutifs si facilement. On va beaucoup résumer mais vous aurez l'idée. Il faut imaginer les traits évolutifs comme des fichiers sur votre PC. Au cours de l'évolution, quand vous perdez les traits, il y a plein de sauvegardes qui vous permettent d'éviter de perdre définitivement votre fichier. D'abord, les gènes se désactivent, donc ils s'expriment plus, puisque le fichier bras n'est plus utilisé dans votre projet, mais il est toujours sur votre PC. C'est l'étape visible, vous perdez votre bras, mais il est toujours dans votre ADN et il est possible de le réactiver. Après plusieurs millions d'années sans avoir été réactivé, votre fichier va se mettre tout seul dans votre corbeille. On peut toujours aller le rechercher et récupérer notre bras, mais si vous attendez encore, le fichier sera supprimé. Ça paraît foutu, mais en fait pas vraiment. Votre fichier a bien été supprimé, mais c'est possible qu'un nouveau fichier vierge prenne la place de l'ancien qui contenait le bras. Là où c'est stylé, c'est que le reste de votre ADN, de votre projet humain, peut parfois se souvenir du vieux fichier et construire tout seul le nouveau encore vierge pour en faire un nouveau fichier bras. C'est dire si vous êtes à l'abri de perdre un truc important. Mais qu'est-ce qui se passe si on perd nos traits et que l'ADN s'en souvient plus? Alors là, il faudra que la vie fasse ce qu'elle fait le mieux. Qu'elle s'adapte. Il y a des espèces, comme les cécilies et les serpents, qui font très bien sans bras. Ils font juste autrement. Rappelez-vous des baleines, elles n'ont pas récupéré des branchies, elles ont fait autrement. L'étude de Bruna Farina et son équipe a permis d'apporter pas mal de précision à tout ça.
Pour faire très court, ils ont distingué 4 stades évolutifs chez les mammifères qu'ils ont étudiés. Il y a le stade A0, pas adapté du tout au milieu marin, et totalement terrestre comme les lapins. C'est 96,7% des espèces testées. Puis il y a le stade A1, c'est là qu'on commence à s'amuser avec les espèces semi-aquatiques, comme les ornithorynques. Ensuite viennent A2 et A3, les espèces totalement aquatiques. Les animaux de ces deux stades sont tellement bien adaptés qu'on les regroupe ensemble, mais on fait quand même la distinction entre les deux. En A2, vous avez des espèces comme les otaries, et en A3, il y a les baleines et les siréniens comme les lamantins. Ces stades ne mettent pas seulement en évidence le niveau d'adaptation des espèces, ils définissent aussi la probabilité que ces animaux ont de déévoluer. Comme on l'a dit avec la loi de Dollo, plus une espèce se spécialise, moins il y a de chances qu'elle récupère ses anciens traits évolutifs. Donc les espèces en A0 ou en A1 ont plus de chances que les espèces en A3 de redevenir terrestres, par exemple. Et là, ça dérape. Je parle évidemment pas de l'étude, qui est franchement cool, je parle des dizaines d'articles que je vois pulluler sur internet depuis des mois et qui se font du pognon sur le dos des chercheuses en leur faisant dire n'importe quoi. Vous avez probablement remarqué que les baleines sont classées en A3. Du coup, certains d'entre vous se sont peut-être dit qu'en étant si bien adaptées, il serait impossible qu'elles se réadaptent à la terre ferme un jour, comme leurs ancêtres l'avaient déjà fait. Il faut bien comprendre que la loi de Dollo ne parle pas de la possibilité que les espèces fassent le parcours évolutif en marche arrière. Dollo n'a jamais dit « c'est impossible ». Il a dit « vas-y, c'est chaud en vrai ». Avec ses mots de l'époque. Et Richard Dawkins, un scientifique très respecté, approuve. Pour lui, la loi n'est en réalité qu'une déclaration sur l'improbabilité statistique de suivre 2 fois exactement la même trajectoire évolutive, dans un sens ou dans l'autre. Vas-y, c'est chaud en vrai. Mais, c'est pas impossible. Sauf que les gens qui ont publié les articles qui relayent l'étude ont pas compris ce que je viens de vous expliquer. La plupart d'entre eux n'a d'ailleurs manifestement jamais pris la peine de lire ces sources. Tout ce qu'ils ont retenu, c'est « OMG, les baleines reviendront jamais sur la terre ferme !» Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. L'évolution, c'est un processus long et chaotique, et on peut pas deviner ce que les espèces vont devenir. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, sachez qu'il y a tout un sous-genre de la science-fiction rien que sur ça. Ça s'appelle l'évolution spéculative, et c'est pas une science, c'est bien de la science-fiction, mais ça reste très intéressant. Pour revenir à l'évolution des baleines, il faut comprendre que la vie sur Terre, c'est pas probable. Du tout. Il a vraiment fallu une chance de dingue et qu'un nombre inimaginable de facteurs s'accordent entre eux pour que la vie puisse se développer sur Terre, et encore plus pour que la vie se conserve aussi longtemps. Et encore bien plus pour qu'elle survive aux extinctions de masse jusqu'à aujourd'hui. La vie, c'est pas probable et elle se développe depuis 4 milliards d'années sur notre planète. C'est pas mal. Là, on parle de la probabilité que les baleines redeviennent terrestres en seulement quelques millions d'années. C'est pas probable. Évidemment que c'est possible, mais c'est imprévisible. Ouais, mais elles pourront jamais récupérer des pattes pour marcher, donc elles seront jamais adaptées à la terre ferme. Aïe, coup dur pour les serpents. Rappelez-vous que même si les baleines pouvaient pas perdre les nouveaux traits qu'elles ont depuis récemment et récupérer celles qu'elles avaient il y a environ 15 à 20 millions d'années, ça n'empêche pas qu'elles pourraient innover, évoluer, s'adapter, c'est ce que fait la vie. Ouais, mais les baleines c'est trop grand pour se déplacer sur le sol. Alors oui, mais non, parce que toutes les baleines font pas la même taille, on compare pas une baleine bleue et un beluga. Ensuite, c'est normal qu'elles soient grandes, c'est parce qu'elles vivent dans l'eau. C'est la loi de Bergman, un autre vieux scientifique du 19e siècle. L'étude sur les mammifères dont je parle depuis le début apporte aussi des éléments supplémentaires à cette loi-là, en plus de la loi de Dollo. Ça explique qu'il y a une mode chez les mammifères terrestres qui transitionnent vers les milieux marins. Ils ont tendance à devenir plus grands pour mieux garder la chaleur dans les eaux froides, et à devenir carnivores parce que les plantes sont moins courantes et nutritives que les animaux dans l'océan, alors que justement, être grand, ça demande de l'énergie. Ça fait que les mammifères marins sont nombreux à stocker du gras, et ce gras, il peut servir de bouée, ce qui est très pratique quand on vit dans l'océan. Ça évite de dépenser de l'énergie simplement pour flotter. Par le hasard de l'évolution, il y a des animaux qui ont plié le game en s'adaptant d'une manière à ne plus avoir besoin de se fatiguer à chasser. C'est les baleines à fanon, les mysticètes, qui filtrent simplement le krill en prenant de grandes bouchées d'eau pour la pousser ensuite contre leur fanon et ne garder que la nourriture. Elles ont des balais brosses dans la bouche, quoi. Ça permet une immense économie d'énergie. Et bim, ça fait des animaux aussi grands que la baleine bleue, presque 30 mètres de long. Ça va faire long comme routier là, je pense. C'est pas les seules raisons qui font que les baleines sont énormes, mais ça explique déjà pas mal de choses. Au final, si les baleines se réadaptaient à la terre ferme, elles devraient changer énormément de choses et ressembleraient plus du tout ni à ce qu'elles sont aujourd'hui, ni à leurs ancêtres. Sinon, après leur retour à l'eau, on aurait récupéré des poissons. Donc il faudrait que les baleines s'adaptent, c'est vrai. Et ce serait totalement improbable, c'est vrai aussi. Mais c'est possible. Ça a déjà eu lieu dans un sens, donc les baleines pourraient faire la transition dans l'autre, vers la terre ferme. Ça, c'est pour les baleines et l'évolution. Mais on va revenir aux articles. Comment on en est arrivé à ça? Point de non-retour pour les orques et les dauphins, pourquoi ils ont franchi un cap irréversible de l'évolution.
Ça a l'air d'avoir commencé en 2023 avec un article de Maxi Science. Orques et dauphins peuvent-ils évoluer pour s'adapter à la vie terrestre? Une étude répond. Puis je trouve plus aucune trace jusqu'en début de cette année, et c'est Futura Science qui remet le couvert le 14 janvier 2025, avec un article qu'ils ont supprimé, les petits coquins, sauf que c'est un peu tard. Parce que je l'ai lu. Et j'ai pas fait que le lire d'ailleurs, parce que oui, sachez que j'ai déjà lu et débunké tout ça sur ma chaîne Twitch en live. Je mettrai aussi les articles pourris en description pour ceux que ça intéresse, mais je vais pas les relire ici, parce que moi j'ai eu ma dose, et en plus j'ai déjà fait. Et oui. Mais je voudrais revenir sur certains points qui me dérangent dans ces articles. Futura Science a déclenché une vraie vague d'articles pourris depuis qu'ils ont déterré celui de Maxi Science, et il en sort maintenant régulièrement des nouveaux. On va regarder ça rapidement. On remarque assez vite qu'ils se reprennent tous sans lire leurs sources. Point de non-retour. Les dauphins et les orques. Pourquoi pas les baleines? Allez savoir. C'est officiel, c'est confirmé. Bref, ils reprennent tous les mêmes tournures, ça y a pas de souci, mais ils sont pas tous foutus de citer leurs sources. Une étude récente révèle. C'est impossible de retrouver la source comme ça. D'ailleurs, vous saviez que selon une étude, il va pleuvoir des patates demain? Source? T'inquiète. Ça va pas, c'est pas comme ça qu'on fait de l'information. Ce qu'ils font, c'est un moyen relativement efficace de faire de l'argent en vendant de la désinformation basée sur le sensationnalisme. C'est ce que font généralement ces articles. Il y a encore un autre truc qui m'énerve, c'est la morale pourrie de ces articles. Ils présentent tous la situation d'une manière plus ou moins poétique, aux airs faussement écolo, comme si c'était un truc pour se mettre les lecteuristes dans la poche. Vous allez voir. Les dauphins et les orques nous offrent ainsi une fenêtre exceptionnelle sur les mécanismes complexes qui régissent l'évolution. Leur parcours évolutif unique nous rappelle que certains choix adaptatifs, bien qu'extrêmement efficaces à court terme, peuvent représenter des impasses à long terme. Cette réalité souligne l'importance cruciale des efforts de conservation pour protéger ces créatures extraordinaires, dont l'avenir est désormais indissociable de celui des écosystèmes marins. Le problème des espèces marines ou non, c'est pas l'évolution, c'est littéralement l'outil qui nous a permis de nous adapter à notre environnement. Ça saurait pas être le problème. Leur vrai problème, c'est l'être humain, qui pollue les eaux, les sols, l'air, qui détruit l'environnement, qui dérègle le climat, qui parfois même les exploite. Nous sommes le problème de la vie sur Terre. C'est nous, c'est pas l'évolution. Si les baleines sont obligées de hurler pour s'entendre sous l'eau, c'est notre faute. C'est à cause de nos bateaux ultra bruyants. Si les espèces s'intoxiquent avec nos déchets plastiques, c'est notre faute. On produit des déchets en masse et après on fout tout dans l'océan. Vous vivez quand même dans un monde où vous pouvez dire à vos enfants qu'il existe un continent de plastique. Il fait 3 fois la taille de la France. C'est nous le problème. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est ça. Et caresser les lecteurs dans le sens du poil en accusant l'évolution ne va faire que propager la désinformation et aggraver le problème. Dans l'un des articles, ils écrivent ça. Ce constat met en lumière l'importance capitale de renforcer les efforts pour protéger ces animaux fascinants, dont le destin est désormais lié à celui des océans, qu'ils ne peuvent plus quitter. Une question se pose alors. Comment ces géants marins vont-ils affronter les défis de demain dans un monde en pleine mutation? Le monde n'est pas en pleine mutation, il est en train d'être détruit, et que les baleines puissent s'adapter à la terre ferme ou pas n'y changera rien, parce que c'est pareil partout. C'est vraiment un truc d'humain de vouloir abandonner un territoire qu'on a détruit pour pouvoir en trouver un moins abîmé. En plus, si ça devait arriver, ça prendrait littéralement des millions d'années, ça réglerait pas le problème qu'on a maintenant. D'ailleurs, il n'y a pas que les baleines à protéger, toutes les espèces sont menacées. Il faut arrêter de dire que les espèces ont besoin des humains pour les protéger, parce que c'est nous qui les agressons en permanence. Il faut qu'on prenne conscience qu'on est des animaux, qu'on fait partie du monde vivant, et qu'on est forcément sur la liste des espèces qui souffrent et souffriront de tout ça. Et c'est lâche de dire qu'on va attendre que les humains disparaissent pour que les espèces puissent survivre et se développer sans nous. Notre espèce est la chose qui fait le plus rapidement de dégâts à la vie sur Terre depuis qu'elle s'y développe, depuis des milliards d'années. Il faut qu'on se responsabilise. C'était pas drôle, hein? C'est malheureusement la réalité à laquelle on est constamment confronté quand on s'intéresse un peu aux espèces du monde vivant. Sur ma chaîne Twitch, je découvre régulièrement des bébêtes chelous en tout genre, et à chaque fois que je regarde le statut de conservation, c'est la même chose. Sympa cet oiseau, quasi menacé. Sympa ce mammifère, en danger critique d'extinction. Si, comme beaucoup de gens, vous pouvez pas agir directement contre la destruction de notre planète, vous pouvez au moins vous intéresser aux espèces qui vivent dessus. C'est aussi une manière de lutter, parce que leur invisibilisation joue un rôle dans leur disparition. Moi, je vais continuer ce que je fais sur la chaîne, c'est-à-dire découvrir des bébêtes et en parler. Bref, c'était Spect, ciao.
Le 12 juillet 2023. C'est cette date, retenez-la. Cette fameuse époque où les tétrapodomorphes, cousins lointains des poissons, sont partis à la conquête des continents. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? On ne sait pas, personne ne sait. En plus, on ne le voit pas, elles sont pas dans le champ. Mais c'est pas grave, mec. Je suis fatigué. Cette fameuse époque où les non, pas les continents, ça marche pas. Si les continents conquissent les tétrapodomorphes, on s'y retrouve plus. Hein. Ça va pas être possible. Et oui, parce que les transitions Terre-Eau ont eu lieu à plusieurs reprises dans notre histoire. Voilà, ça va mieux là. Au secours. Les animaux, comme les mammifères marins, sont très intéressants d'un point de vue génétique, parce qu'ils se ressemblent pas tous. Ils sont assez... À peu près, hein, environ, je pense. Pour faire très court, ils ont étudié 4 stades évolutifs chez les mammifères. Tu montres quoi là? 4. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, sachez qu'il y a des frites à la cantoche. Et bim, ça fait des animaux. Et paf, ça fait des chocs à pic. Ça fait 2 heures, je vais devoir me taper 2h20 de dérush.